moyenne, une deuxième estimation de la variance sigma carré est le CMA. Et donc globalement, pour faire ce test-là, on va dire, nous allons tester l'égalité entre deux variances, à savoir la variance de sigma carré qui est donnée au départ, avec la variance qui est dont l'estimation est CMA. Donc c'est une autre variance. Et donc nous allons faire l'égalité entre les deux. Et l'égalité de deux variances, c'est une loi de Fisher. C'est un test où on applique la loi d'échantillonnage de Fisher. Et c'est pour ça qu'on fait ici le CMA sur CMR. Je divise la valeur, ça va me donner donc 430,44 divisé par 18. Vous voyez que la différence est flagrante. Mais bon, on fait quand même le test. C'est 23,37 à peu près. Ici, c'est pas la peine parce que ça ne nous sert à rien. Hein. Ce qui nous sert, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est l'écriture de notre tableau. Reporter sur la copie et compléter le tableau ci-dessous. Donc il est complet maintenant. Toutes les choses que nous avons dessus, c'est ce qui correspond au tableau de l'ANOVA. La deuxième question, donner la conclusion de cette étude statistique au risque habituel de 5%. Donc B, au risque d'erreur de 5%. Donc cette loi qui est une loi de Fisher a 20 degrés de liberté. Ça, c'est le degré de liberté. Au risque d'erreur est comme, ça se voit, hein, le F calculé, qui est égal à 23,37, est plus grand que le F critique, qui est égal, nous allons chercher sur la table de Fisher, c'est la table que nous avons avec degré de liberté pour alpha égale 5%. Ben, nous avons le degré de liberté pour le numérateur en ligne et le degré de liberté du numérateur en colonne. Le degré de liberté du numérateur en ligne et le degré de liberté du dénominateur en colonne. Donc 3,20, c'est 3,10. Nous avons déjà vu, hein, comme quoi. Hein. Comme le F calculé est plus grand que le F critique, donc normalement, c'est comme si nous avions le F critique qui est ici et le F calculé qui est plus loin, qui est très loin. D'ailleurs, ça m'étonnerait que ce test-là, on peut dire qu'il est hautement significatif. On peut choisir n'importe quel risque d'erreur habituel, 5%, 1%, 1 pour 1000, je pense qu'on va rejeter. Hein. D'ailleurs, ça serait bien de, sur un logiciel, regarder quelle est la p-value, la probabilité de dépasser la valeur calculée. Et c'est à partir de là qu'on essaie de regarder quel est éventuellement le risque d'erreur qui permettrait d'accepter, de ne pas rejeter. Plus précisément. Donc, on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes. Autrement dit, on conclut qu'il y a un effet. Donc, il y a un effet Donc, il y a un effet significatif
du procédé au risque, on rappelle toujours dans une conclusion, au risque d'erreur de 5%. Et je vous dis qu'avec cette valeur-là, la valeur calculée, peu importe le risque que l'on va prendre, on va toujours rejeter, parce que c'est une valeur trop importante, trop grande. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'était une question que pour voir un petit peu, d'ailleurs on peut toujours, quand on fait une différence significative, on peut aller plus loin pour regarder les valeurs que nous avons. Les moyennes observées pour 2 des 4 procédés sont respectivement. Tiens, c'est bon. Moi, j'avais oublié un petit peu. Deuxième question. Ici, et là, c'est très important. C'est une étape supplémentaire après avoir répondu à la première question de base, à savoir, quand on fait l'ANOVA, est-ce qu'on accepte ou on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes, ou bien l'absence ou non de l'effet du facteur que nous sommes en train d'étudier. Ici, c'est très important, le sigma 2, pour nous, est estimé par je ne me rappelle plus la valeur, mais bon, 18,42 par S carré ou S chapeau carré égale 18,42. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, pour nous, maintenant, nous allons prendre... ça, c'est que pour introduire le problème. On veut faire le test d'hypothèse A0, parce qu'ils nous disent, pour 2 des 4 procédés, supposons que c'est la première avec la deuxième. Tout à l'heure, c'était H0, c'est mu1 égale mu2 égale mu3 égale mu4. Nous savons que cette hypothèse-là est rejetée. Nous prenons 2 des moyennes. Par exemple, celle-là avec celle-là. Mu1 égale mu4. Je dis n'importe quoi ici, mais c'est pas grave. C'est le fait de dire que les moyennes ne sont pas égales. Je les classe par ordre, et donc chaque moyenne estimée correspond à une moyenne mu1, mu2, etc., selon l'ordre des valeurs observées. Ici, on nous donne le 2, donc mu1 qui va être estimé par x1 bar égale 29,9. Et une deuxième, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais bon, je verrai. Et celui-là, ça correspond, et le deuxième, je vais dire le deuxième, je ne sais pas lequel entre les 3 autres, mais bon, celui-là estimé par x4 bar. C'est pas forcément la situation, ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième aussi. Mais moi je vais essayer de faire comme si c'était le quatrième. C'est que pour travailler un petit peu le résultat. 34,4. Ce qu'il faut savoir ici, je n'ai pas les données. Et d'ailleurs, même si j'avais les données et que j'ai fait les calculs, le sigma carré pour moi, c'est le meilleur. Et donc il doit être gardé. Sinon le reste, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je ne sais pas de chercher sur chacun des intervalles les estimations des écarts types, etc.
Pour moi, la première, l'erreur que je commets est toujours avec un écart type sigma, dont l'estimation est la racine de 18,42. C'est la meilleure possible. Comme elle est calculée sur l'ensemble, donc c'est le degré de liberté 20. Donc 24 moins 4, ça me fait 20 comme degré de liberté. Pour l'écart type. Donc je vais essayer de dire que je suis en train de faire, et c'est l'un des objectifs de du test d'hypothèse, de la seconde étape, concernant quand on rejette, quand est-ce qu'on peut dire que ça s'est fait ou pas. Je vous en ai parlé une fois, la plus petite amplitude significative, ou bien la plus petite différence significative. Là, nous sommes en train de chercher, est-ce que c'est une différence significative ou pas, qui est entre les deux. Donc ici, quand je suis en train de faire ce test-là, contre donc, test bilatéral. Hein. On peut faire strictement plus petit, et ça serait unilatéral, mais bon, on va faire bilatéral pour le plaisir de faire le test, sinon, hein, c'est pas un problème. Bilatéral symétrique, toujours. Mais on peut hein. Là, c'est parce que j'ai choisi la première plus petite que l'autre, mais ça peut être n'importe quelle formule d'écriture. Hein. C'est pour ça que je mets ici test bilatéral symétrique. Donc je fais H0 mu1 égale mu4 contre H1 mu1 est différent de mu4. Et dans ce cas-là, quand je prends la valeur absolue, peu importe celle qui était plus petite que l'autre. Moi, là, j'ai fait que par exemple que celle-là est estimée par ça et celle-là est estimée par ça. Mais normalement, ça peut être n'importe quel ordre au niveau des moyennes. Donc, sous l'hypothèse que nous avons ça, on a x1 bar moins x4 bar sur S chapeau sur facteur, pardon, racine de 1 sur n1 plus 1 sur n4. Ça suit une loi de student à n moins p. N moins p de grande liberté. Donc ici c'est 24, et ici c'est 4. Loi de student. Loi de student. Donc, si, critère de décision, si la valeur absolue de ça est plus petite que la valeur critique qui est donnée par la loi de student à 20 degrés de liberté, les deux moyennes ne sont pas différentes, ne sont pas significativement différentes, on ne peut pas rejeter H0, sinon le H0 est rejeté et donc les deux moyennes sont significativement différentes. Donc en calcul, le x1 bar moins x2 bar moins x4 bar. Je rappelle que les notations sont un peu farfelues, hein, c'est pas un problème pour moi. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième ou la quatrième ou la troisième, mais moi j'ai pris le 1 pour la première et 4 pour l'autre. Peut-être que ça ne correspond pas du tout. Hein. Racine de 18,42, racine de 1 sur 6. Nous avons dit qu'il y avait 6 répétitions par modalité. Donc, on va calculer ça. Les valeurs qui sont données, c'est 29,9 moins 34,4 sur racine de 18,42 multiplié par 1 sur racine de 3. 2 sur 6, ça fait 1 sur racine de 3. Bon, je fais le calcul, et ça me donne une valeur
Parce que des fois, hein, vous allez voir, hein, quand je ferai d'autres exercices, que la question 2, ça correspondait, quelle est la meilleure estimation pour l'écart type du modèle, qui est l'erreur commise au niveau de chaque observation, aussi bien au niveau global, ça c'est le modèle de base, qu'au niveau modalité, mais parce que ça fait partie, hein, normalement les observations qui sont à l'intérieur d'un échantillon faisaient partie de l'échantillon global, et donc ça correspondait aussi. Donc normalement, je vais faire le calcul, 29,9 moins, je suppose que je ne fais pas d'erreur au niveau calculatoire, hein, 29,9, moins 34,4 égale, moins 4,5, donc 4,5 divisé par racine de 18,42 divisé par 3. Moins 1,82. Donc 1 plus 1,82 parce que j'ai pris la valeur absolue. Donc 1,82 à comparer avec le T critique, le T alpha en fait, qui correspond à 5%. Donc je prends la table de student. À 20 degrés de liberté, nous l'avons ici, 5%, donc je suis à la colonne 0,05, ça me donne 2,086. Le T critique, c'est 2,086. Ben, comme 1,82 est plus petit, donc normalement, ça veut dire que c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. J'ai pris deux valeurs quelconques, parce que si c'était dans l'ordre, ça serait contraire avec le résultat de l'ANOVA. Parce que globalement, les moyennes ne sont pas égales. Moi, j'ai considéré que j'ai pris la première avec la dernière. Ça veut dire, donc, quand je les ai mises par ordre, je me suis dit, tiens, le plus petit c'est mu1 et le plus grand c'est mu4. Donc là, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Donc les notations sont un petit peu inutiles, farfelues. Pour moi, c'est une avec une autre, une moyenne avec une autre. Enfin, ici, comme 1,82 est plus petit que 2,086, on ne peut pas rejeter H0 mu1 égale mu4. Donc l'ordre n'est pas l'ordre d'écriture n'est pas bon, hein, je suis désolé, mais je ne savais pas, hein, à vrai dire, je n'avais pas fait les calculs, j'ai fait que le tableau. D'ailleurs, je le fais devant vous, hein, je ne l'ai même pas écrit sur ma feuille. Mais je l'ai fait devant vous avec une calculatrice, avec ma calculatrice, que vous savez. Voilà, j'espère que ça va vous être utile. C'est une question de technique. Généralement, hein, quand on fait des tests d'ANOVA, il y a toujours, quand on rejette, il y a toujours une étape supplémentaire pour les gens qui travaillent sur ces choses-là d'une manière assez sérieuse. Et il y a l'étape suivante, c'est quand est-ce qu'on a rejeté, quand est-ce qu'on a pu rejeter l'égalité des moyennes entre elles globalement. Et donc on fait des études deux par deux, ça c'est la plus petite distance significative. On essaie de regarder quand est-ce que la distance est devenue significativement différente. Donc la différence, en fait, c'est à la distance, la plus petite distance significative. Non, PPDS, voilà, la plus petite distance significative. La plus petite différence significative, c'est pareil aussi, ça peut se dire, D comme différence, D comme distance. Et puis, il y a un autre procédé, c'est le procédé un petit peu inverse, la plus petite amplitude significative. Donc nous savons que les 4 sont différentes, et donc on essaie d'enlever une, on élève la plus petite et on regarde les 3 autres, et on essaie de regarder est-ce qu'il y a toujours différence. Et puis après on enlève la 4e et on regarde les 3 premières et on essaie de regarder. Ça s'appelle la plus petite amplitude significative. Donc l'amplitude, ça veut dire tout ce qui est pris et qui doit donner la différence significative. Voilà. C'est bon, j'espère que j'étais clair.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée de Ramadan. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo concernant les exercices, surtout pour la nouvelle hors-série. C'est une hors-série que j'ai mise au niveau de Microsoft Teams hier. Je reçois des fois des messages comme quoi ils n'arrivent pas à lire. Moi, je les mets dans le dossier des supports de cours. Donc, normalement, celui qui est au niveau de Microsoft Teams, c'est un dossier auquel vous avez accès comme pour lecture. Vous y entrez et vous voyez tout ce que j'ai mis dedans. Il y a des fois des vidéos que je suis arrivé à télécharger, mais les dernières, je n'arrive pas à les télécharger. Ça me prend beaucoup de temps et ça énerve même le fait de ne pas pouvoir les faire au niveau de ce Microsoft Teams. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai créé la chaîne YouTube pour vous. J'espère aussi que, et d'ailleurs avec un de vos camarades, je le remercie d'ailleurs pour le soutien qu'il apporte aux gens qui ne se mettent pas au niveau de Microsoft Teams, parce qu'il m'a dit qu'au niveau d'un groupe WhatsApp, vous êtes quelques 250. Eh ben, 250 par rapport à 200 que je vois régulièrement sur Microsoft Teams, c'est déjà pas mal. Il y a un quart de plus, c'est très bien. Tous les moyens sont bons pour que vous puissiez faire les choses d'une manière instructive pour vous. J'espère que ça peut vous aider. الله يعاونكم والله يحفظكم من كل مكروه ونتمنى نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.